Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je voulais conclure sur le sujet du Wi-Fi 7 et de ses bornes BE85 puisque si vous suivez mon contenu, vous vous rappelez peut-être que j'ai publié il y a maintenant quasiment 6 mois de ça, à l'été, une vidéo qui vous présentait la mise en route et l'utilisation de ces bornes TP-Link BE85, des bornes donc Wi-Fi 7 de nouvelle génération, alors qui sont plus tout à fait récentes puisque ça fait quand même un petit moment maintenant qu'elles sont sur le marché, mais des bornes Wi-Fi 7 quand même, et c'est suffisamment nouveau pour attirer mon attention et peut-être vous intéresser aussi au sujet du Wi-Fi 7 chez vous. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser des bornes Wi-Fi 7? Quels sont les débits auxquels vous pouvez vous attendre? Et est-ce que ces bornes peuvent répondre à vos besoins ou pas? J'avais lancé donc ce sujet à l'été et je vous ai montré plein de choses autour de ces bornes et des technologies autour de ces bornes. En particulier, il a fallu que je remette à jour mon réseau chez moi, donc je vous ai parlé de SFP+, je vous ai parlé d'un nouveau switch que j'ai installé chez moi, un switch de chez XL, puisque je suis passé sur un réseau de 5 10 gigabits Ethernet chez moi, pour pouvoir profiter justement des débits assez extraordinaires de ces bornes Wi-Fi 7, donc il m'a fallu pas mal d'étapes pour exploiter au maximum ces nouvelles bornes, et vraiment profiter d'un réseau qui tient la route, même si ce sont des bornes grand public, donc on est assez loin des gammes que vous connaissez peut-être Omada, qui sont des gammes semi-pro ou pro chez TP-Link, ou Ubiquiti, que vous connaissez peut-être aussi, qui font des bornes Wi-Fi 7 Pro. Donc ici, on est vraiment sur plutôt des gammes grand public, donc vous connaissez peut-être aussi du Linksys, du Netgear, des choses comme ça, donc qui fournissent ce type de bornes similaires. C'est des bornes qui sont très faciles d'accès, très faciles à mettre en place chez soi, et qui ont quand même un budget assez premium, donc il faudra vous attendre à payer un petit peu, puisqu'on est en Wi-Fi 7. Et en plus, sur ces types de bornes-là, chez TP-Link, on a de la connectique assez haut de gamme, avec du SFP+, des bornes, des ports 10 gigabits Ethernet, donc on est quand même sur quelque chose de très très haut de gamme. Ces bornes sont tellement évoluées technologiquement, que malgré le fait que j'avais avant des bornes Wi-Fi 6, c'est la première fois que j'ai eu besoin de remettre à jour mon infrastructure réseau. En particulier, m'assurer d'avoir du 10 gigabits Ethernet là où je devais en avoir besoin, du 2,5 là où je devais en avoir besoin, et éventuellement aussi m'équiper en SFP+, pour pouvoir équiper ces bornes et équiper mon switch pour avoir du 10 gigabits. Parce que, mine de rien, ce sont des bornes qui sont extrêmement évoluées en termes de matériel, qui ont des capacités et des débits très évolués. Les ports 10 gigabits Ethernet sont pas là pour la blague, il y a vraiment besoin de débit, parce que si vous saturez ne serait-ce que le réseau Wi-Fi, vous êtes déjà au 2,5 gigabits Ethernet, si vous êtes suffisamment proche en tout cas des bornes, et donc vous saturez un port 2,5 gigabits Ethernet, donc c'est très intéressant de passer sur du 10 gigabits Ethernet quand on a ces bornes et qu'on a énormément de trafic, que ce soit Wi-Fi plus câblé. Donc ça nécessite de reconsidérer son réseau, et c'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire tout de suite cette vidéo, cette énième vidéo, cette ultime vidéo sur le Wi-Fi 7 et ses bornes. C'est parce que j'avais moi-même besoin de me remettre à jour en termes de réseau, matériellement, je parle, pour pouvoir les exploiter pleinement, et pas en dire du mal, parce que j'avais derrière, on va dire, une infrastructure pas au niveau, en tout cas des bridages qui n'étaient pas liés aux bornes, mais qui étaient liés au matériel que j'avais. Les premiers tests de débit que j'ai fait quand j'ai sorti ces bornes des boîtes étaient pas extraordinaires, il n'y avait pas une grosse avancée par rapport aux bornes Wi-Fi, Wi-Fi 6, et donc j'hésitais à vous mettre des tests de débit dans cette première vidéo, et ça aurait pas eu de sens. De toute façon, je pense que ça n'a pas spécialement de sens, puisque ça dépend énormément de la maison dans laquelle vous vivez, hein. Dès que vous avez un mur qui est franchi, des trucs comme ça, vous avez des pertes de débit qui ne s'appliquent pas dans tous les logements de la même manière et tout ça, donc c'est très compliqué d'avoir quelque chose de comparatif par rapport à ce que vous avez. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce sont des bornes qui nécessitent vraiment de faire particulièrement attention à la manière dont elles vont être câblées et déployées chez vous. Si vous les câblez mal et si vous les déployez mal, vous pourrez pas les exploiter au maximum, mais sur des bornes qui coûtent cher, c'est un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus, c'est parce que, contrairement, on va dire, aux générations précédentes qui étaient assez accommodantes en termes de matériel et de réseau sur lequel vous le déployez, si là vous faites mal les choses, elles fonctionneront, il n'y aura pas de souci, mais vous ne pourrez pas les exploiter à leur maximum, et donc vous serez peut-être déçu de l'upgrade si jamais vous avez déjà un bon réseau Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E. Et le pire, c'est que ça ne sera pas de leur faute. Je souhaitais également vous faire un bref récapitulatif entre le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7. J'ai devant moi les bornes d'écho des générations correspondantes. Alors je ne suis pas passé en Wi-Fi 6E, donc j'ai pas la borne Wi-Fi 6E, mais vous avez ici la X90, qui était la borne haut de gamme de l'époque pour faire du Wi-Fi 6, et vous avez ici donc la BE85, qui est la borne, alors je crois que c'est pas la plus haut de gamme, puisque je crois qu'il y a une BE95 qui est encore plus haut de gamme, et qui est pas sortie je pense en France, ou en tout cas qui n'a pas été distribuée, mais vous avez
avez quand même des bons représentants de ce qui se fait de mieux dans les générations Wi-Fi respectives. Si je dois me focaliser juste sur les générations Wi-Fi, si je dois vous synthétiser quelque chose qui est mon avis personnel, ma compréhension personnelle, je ne comprends toujours pas pourquoi le consortium qui s'occupe de la norme Wi-Fi a sorti la norme Wi-Fi 6E en tant que Wi-Fi 6. Pour moi, il y a plus de liens entre le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 qu'il y a de liens entre le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E. Ce qu'on voit en particulier, ce qui est hyper important à comprendre, c'est le 6 GHz ici, qui est une nouveauté du Wi-Fi 6E, donc une nouvelle bande de fréquence qui apporte énormément de choses en termes de bande passante, de capacité de transfert si vous voulez, et c'est quelque chose qui est commun entre le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 qui fait que ces deux générations de Wi-Fi ont de très très bons débits. Le Wi-Fi 7 est évidemment meilleur, mais le Wi-Fi 6E est quand même très très bon en termes de débit grâce à cette bande de fréquence qui a la particularité, c'est quelque part aussi une fuite en avant, d'être très disponible, puisque actuellement il y a assez peu de gens qui disposent de Wi-Fi 6E ou de Wi-Fi 7. Et donc, comme c'est des bandes de fréquences qui portent moins loin, qui passent moins à travers les murs, même dans des zones denses, c'est à courte portée, en tout cas, parce que c'est des bandes de fréquences de courte portée, c'est des bandes de fréquences qui sont moins encombrées et donc qui permettent des meilleurs débits. Mais vous avez ici un panel des différentes versions de Wi-Fi, j'y reviens dans un instant. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la montée en gamme des bornes, et c'est vrai pour tous les fabricants, hein, quand on regarde, ici c'est du TP-Link, mais si on regarde sur du Netgear, si on regarde sur du Asus, si on regarde sur d'autres fabricants, le Wi-Fi 7 a provoqué une vraie montée en gamme parce que le Wi-Fi 7 a tellement de technologie et des débits tellement élevés qu'il est nécessaire dans les bornes de monter en gamme pour avoir quelque chose de plus complet et surtout qui ne bride pas les débits respectifs. Donc c'est pour ça que vous avez des bornes aussi, suivant les fabricants, qui montent sérieusement en gamme et pour la raison pour laquelle en particulier le port 2,5 Gigabits Ethernet devient une norme. Donc en gros, vous avez ici le récapitulatif. Si je dois vous citer les points majeurs, il y a une énorme évolution en termes de débit, de bande passante sur le Wi-Fi 7 par rapport aux générations précédentes de Wi-Fi. Alors il le fait avec quelques petites optimisations et aussi une petite tricherie entre guillemets, mais en particulier, donc, il a un accroissement sur la fréquence maximale de bande passante, donc ça lui permet de transiter plus de données. Sur les modulations, il est aussi capable d'aller de moduler beaucoup plus, donc d'émettre beaucoup plus de paquets ou d'interlacer plus de paquets dans les transits de messages. Et il a aussi plus de canaux qui lui permettent d'ouvrir plus de flux, si vous voulez, avec les différents périphériques, ce qui lui permet d'échanger beaucoup plus facilement des données. Il a les mêmes bases que le Mumimo, le beamforming, des choses comme ça, pour optimiser le trafic vers les périphériques, surtout les périphériques nomades, l'OFDMA et compagnie. C'est des technologies qui ont pour certaines un lien aussi avec ce qui se fait en 4G et en 5G. Et la grosse nouveauté dans le Wi-Fi 7, c'est le Multilink Operation, le MLO qui permet d'agréger les bandes. Donc par exemple, vous pouvez faire du MLO sur du 5 et 6 GHz en même temps, ou du 4, 5, 6, hein, ça c'est en fait des capacités que les bornes vont négocier en fonction de ce qu'elles captent et de ce qu'elles peuvent faire. Et ça va permettre de faire passer en parallèle, alors sur 1, 2, 3 bandes de fréquences en fonction de ce qui est capté à un instant donné, du trafic. Et comme ça passe en parallèle, il y a moins de congestion et donc vous avez un transfert, donc une bande passante qui est beaucoup plus élevée. Le MLO, évidemment, sur des bornes comme celle-ci, peut aussi servir au backhaul, donc au lien entre les bornes mesh, quand vous faites du Wi-Fi. Vous pouvez faire un lien MLO, enfin c'est la borne qui va le faire toute seule en fait, un lien MLO entre la borne principale et les bornes esclaves mesh. Mais quoi qu'il arrive, je vous conseille, je vous l'ai dit et je vous le redis et je vous le redirai tout au long de cette vidéo, de câbler ces bornes, de mettre des liens Ethernet, si possible 10 Gigabits Ethernet ou au moins 2,5 Gigabits Ethernet. C'est beaucoup plus fiable et vous aurez moins de soucis de débit. Voilà en tout cas un aperçu des dernières générations de Wi-Fi. Si vous devez faire un choix, partez sur du Wi-Fi 7 si vous renouvelez, mais si c'est trop cher, même si je vais vous montrer en fin de vidéo que ça reste accessible si vous ne partez pas sur du haut de gamme. Ici on est sur des bornes à 600 €, mais on peut obtenir des bornes beaucoup moins chères pour faire du Wi-Fi 7. Partez sur du Wi-Fi 7 qui propose quand même toutes les technologies et est rétrocompatible évidemment, mais si jamais vous êtes déjà en Wi-Fi 6E et que les débits vous satisfont, n'allez pas investir maintenant dans des bornes Wi-Fi 7, les prix vont baisser, il y aura forcément un Wi-Fi 8 qui va sortir dans, je pense, 1 à 2 ans, donc ça va se renouveler tout ça, donc si vous êtes en Wi-Fi 6E que ça vous convient, restez en Wi-Fi 6E, vous aurez de bons débits. Le Wi-Fi 7 permettra d'aller un peu plus loin, mais si déjà vous êtes satisfait de ce que vous avez, il n'y a pas de raison de le remettre à jour. C'était ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est les débits auxquels on peut prétendre et comment j'ai fait évoluer mon réseau pour pouvoir exploiter et avoir les meilleurs débits possibles chez moi.
Donc ce kit, c'est le kit Deco BE85, je vous l'ai déjà présenté, donc je vais pas revenir dans le détail. Ici c'est un kit de 2 packs, enfin de bornes, donc quand vous avez 2 bornes, vous pouvez faire du Wi-Fi Mesh chez TP-Link. Le Wi-Fi Mesh, c'est juste pour étendre la portée de votre réseau Wi-Fi avec des bornes qui sont en fait équivalentes, donc chacune de ces bornes, vous pouvez les acheter à l'unité, chacune de ces bornes a les mêmes capacités. Vous pouvez donc, si vous avez une seule borne, choisir de déployer ces bornes en tant que routeur et point d'accès Wi-Fi. Donc vous pourrez à la fois faire les techniques classiques de routage, donc serveur DHCP, attribution d'adresse, contrôle parental, priorité de service, plein de choses comme ça. Et en plus, vous avez donc les capacités de point d'accès Wi-Fi, ce sont des bornes Wi-Fi 7, donc elles font évidemment du Wi-Fi 7, mais elles font aussi par rétrocompatibilité toutes les technologies Wi-Fi précédentes, hein, donc il n'y a pas de souci particulier. Vous pourrez connecter dessus tous vos appareils, qu'ils soient Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, ou si vous avez l'habitude avec les Wi-Fi AC, AX, BE et compagnie. Si je résume la situation très succinctement, vous achetez au minimum une de ces bornes, vous la câblez, si vous avez qu'une seule borne, vous la câblez à votre box opérateur, vous utilisez l'application mobile comme je vous l'ai montré, elle va vous guider et vous indiquer comment la configurer, et vous serez prêt à l'utiliser dans votre réseau chez vous, pour pouvoir soit prendre le relais de votre box opérateur, soit juste l'utiliser pour éteindre éventuellement le réseau Wi-Fi de votre opérateur et basculer sur le réseau Wi-Fi de cette borne-là, et donc profiter d'un réseau Wi-Fi de bien meilleure qualité, parce qu'on est quand même, je pense, incomparablement meilleur que même le meilleur réseau Wi-Fi de vos opérateurs, opérateurs traditionnels, hein, opérateurs fibre et compagnie. Donc ça peut avoir de l'intérêt. Je précise aussi donc qu'on est ici sur un pack de 2, donc ça s'appelle dans les cas de figure de TP-Link du Wi-Fi Mesh. C'est différent hein, de juste un répétiteur. Le répétiteur, son principe c'est de faire rebondir le trafic de borne en borne. Un Wi-Fi Mesh, c'est un Wi-Fi beaucoup plus intelligent. Les bornes communiquent entre elles, transitent quelque part le trafic, de manière à ce que la borne maître puisse ensuite faire quelque chose de ce trafic. C'est pas de la répétition. Par contre, il y a des canaux de transmission dédiés, soit par le câble Ethernet, soit en Wi-Fi, si vous n'êtes pas en capacité de câbler les deux bornes entre elles, pour pouvoir faire transiter le trafic qui circule. Donc ce sont des technologies très différentes, et le Wi-Fi Mesh vous permet d'avoir un réseau unifié en Wi-Fi dans votre logement. Donc même si vous avez plusieurs bornes, pour les appareils qui se connectent dessus, ce sera visible comme une seule borne avec les points d'accès que vous aurez définis en fonction de vos configurations appropriées. Donc voilà en ce qui concerne un court rappel de ces bornes et du Wi-Fi 7. Je voulais commencer déjà par vous montrer les débits pharaoniques extraordinaires que sont capables de produire ces bornes en Wi-Fi 7. Donc au moment où cette séquence tourne, je vous ai mis en surincrustation des tests de débit que j'ai fait chez moi. Vous voyez qu'on est sur des débits qui sont de l'ordre de 2,5 gigabits Ethernet. 2,5 gigabits Ethernet, on est au-delà du gigabit Ethernet, au-delà d'un câble standard que vous auriez pu déployer chez vous, donc on est déjà sur des capacités réseau en sans fil qui sont extraordinaires, et donc peut-être que rien que ça, c'est un argument pour vous justifier le passage au Wi-Fi 7. Maintenant, attention, vous pouvez avoir de très bons débits en Wi-Fi 6E, je vous l'avais montré avec du Wi-Fi 6 même, sur des bornes plus classiques, vous pouvez avoir de très bons débits. C'est juste qu'avec du Wi-Fi 7, vous allez encore un cran au-delà, et si vous avez vraiment besoin régulièrement de très bons débits, et moi régulièrement, ce que j'ai besoin, par exemple, c'est de faire des backups de mes appareils nomades, donc que ce soit le smartphone qui est ici, ou un ordinateur portable là, sur un NAS, donc sur une machine qui est capable de stocker des données. Et donc, ces machines, la plupart du temps, ne peuvent pas ou ne sont pas câblées. Ce sont des machines hautement nomades, ne sont pas forcément à côté d'une prise, donc pour ces machines-là, avoir un très bon débit Wi-Fi, c'est quand même appréciable, c'est quand même sympa de pouvoir faire ces sauvegardes très rapidement sur une machine, elle aussi non bridée par ce type de débit. Comment j'ai câblé ces bornes chez moi ? Je vais vous montrer, c'est pas très compliqué, mais de toute façon je vous l'ai déjà expliqué au moment où j'ai parlé des modules SFP+, et aussi de mon switch ZXL, mais tout se passe en fait dans des connecteurs muraux, donc j'ai la chance d'avoir au moins à chaque niveau une prise RJ45 qui est câblée en 4.6A, et donc je peux très facilement faire du 10 gigabits Ethernet cuivre à partir de ces prises. Donc forcément j'ai une borne ici qui est la borne principale, qui est branchée d'ailleurs sur un onduleur qui est ici, ce qui me permet d'avoir un internet permanent, donc la Livebox est sur onduleur, et la borne qui est ici est sur onduleur, et comme ça, j'ai une connexion permanente à internet, même en cas de coupure de courant, et j'ai la même prise au rez-de-chaussée, donc dans mon séjour, j'ai la même prise pour la deuxième borne, qui est ici pour l'exemple, mais que j'utilise donc en deuxième point d'accès, pour accéder au réseau Wi-Fi, au palier en dessous, en fait, à l'étage en dessous.
Je vous parle rapidement de mon infrastructure réseau, qui est principalement câblée, parce que même si on va parler de bornes Wi-Fi, Wi-Fi 7, une bonne base de réseau, c'est un réseau câblé, puisque c'est un réseau qui va vous permettre d'avoir des faibles latences, des hauts débits, pour un tarif, on va dire, une enveloppe budgétaire assez faible. Donc c'est très important d'avoir cette bonne base, et vous verrez que quand on parle du débit en Wi-Fi 7, c'est super important d'avoir des câbles qui vont aux bornes, plutôt qu'utiliser le backhaul Wi-Fi, donc la liaison Wi-Fi entre les bornes Wi-Fi Mesh. Ici, donc chez moi, j'ai un switch de chez XL que je vous ai présenté en vidéo, donc je vous en donne pas plus de détails, vous avez une vidéo dédiée si vous voulez en savoir plus. Il est administrable et compagnie. Vous avez 8 ports gigabit Ethernet. Ce port-ci, c'est le port qui va sur la Livebox. Je suis chez Sush en termes d'opérateur internet, et donc j'ai que 400 mégabits seconde pour la fibre dans les deux sens. C'est pas énorme comparé à certaines offres fibres, mais ça me suffit largement même pour uploader ce genre de vidéo, donc vous voyez, il n'y a pas de souci particulier. Évidemment, vous avez des opérateurs qui vous fournissent plus de débit, mais il faut comprendre que du Wi-Fi 7, c'est pas juste pour aller sur Internet. Le Wi-Fi 7 vous permet d'échanger en local sur votre réseau avec toutes les machines de votre réseau, et c'est ça, moi, qui m'intéresse avec les débits du Wi-Fi 7, plus qu'aller sur internet, puisque j'aurais pas en fait besoin des débits que m'apporte le Wi-Fi 7 pour cette box internet. Et vous voyez ici les deux prises qui sont là, qui sont connectées sur les deux ports 2,5 Gigabit Ethernet du switch. Donc vous avez 8 ports gigabit jusqu'ici, 2 ports 2,5 Gigabit Ethernet, et ici 2 ports SFP+. J'utilise les deux ports 2,5 Gigabit Ethernet qui sont brassés et qui montent aux deux étages, donc chacune des bornes a un port 2,5 Gigabit Ethernet dédié. Si je voulais passer en 10 Gigabit Ethernet sur les bornes, je pourrais aussi, grâce aux deux ports SFP+, qui sont là, et je vous l'ai montré dans cette vidéo sur le switch XL. J'ai juste à mettre ce qu'il faut dans les connecteurs, et je me retrouve avec un réseau de 10 Gigabit Ethernet. Les bornes fonctionnent en 10 Gigabit Ethernet, il n'y a absolument aucun souci, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai préféré rester sur du 2,5 Gigabit Ethernet, puisque je vous l'ai dit, je ne sature pas les liens 2,5 Gigabit Ethernet avec les bornes et les équipements qui sont connectés dessus, donc ça me suffit pour mon usage, et ça fait que le switch consomme un petit peu moins d'énergie, donc c'est pas plus mal. Donc en termes de infrastructure réseau, vous pouvez évidemment partir sur une solution où vous branchez directement votre borne BE85 sur votre box, ici une Livebox, une Freebox, peu importe, avec son connecteur SFP+, si la box en est équipée, ou avec un port Ethernet classique, comme j'ai fait dans mon cas de figure, et vous pouvez très bien conserver l'autre borne sans du tout port Ethernet, juste avec un backhaul Wi-Fi, donc vous basez uniquement sur du Wi-Fi, mais vous aurez des contraintes en termes de débit, et je vais essayer de vous montrer les contraintes pour vous expliquer que même si vous achetez des bornes ultra haut de gamme, à un moment donné, elles vont être limitées par la manière dont vous les installez, et c'est pour ça qu'il faut être très précautionneux quand on installe son réseau chez soi, pour ne pas brider les équipements qu'on achète, quand bien même ce seraient des équipements haut de gamme et performants. En termes de connectivité sans fil, c'est du Wi-Fi 7, donc Wi-Fi 7, Wi-Fi BE, on le voit ici sur la partie information de Windows 11, donc c'est bien une dual band, donc dual band simultaneous, Fast Connect de chez Qualcomm, donc c'est des très bonnes puces Wi-Fi spécifiques à l'architecture ARM, on n'est pas sur les puces Intel, BE et tout ça, et c'est pas plus mal puisqu'elles sont vraiment sympas les puces Qualcomm pour le Wi-Fi 7. Je vous montre juste un test de débit. Donc test de débit fait en local pour ne pas brider du tout avec la connexion internet les débits que je pourrais atteindre, et on est aux alentours des 2 Go dans les deux sens, l'équivalent d'un lien de gigabit Ethernet, même si ça n'existe pas vraiment. Par contre, les débits Wi-Fi 7, ils sont vraiment capricieux. Vous voyez ici, par exemple, alors là, je suis quasiment à bout portant, alors heureusement que les débits sont très bons, mais là, en gros, on voit que je sature le lien Wi-Fi 7 parce que je sature ma liaison 2,5 Gigabit Ethernet, mais jamais, en général, on est dans des cas de figure où on est à bout portant comme ça sur du Wi-Fi 7, mais c'est pour vous montrer que, si nécessaire, la machine monte très haut, elle peut même monter un tout petit peu plus haut en termes de débit Wi-Fi, donc le Wi-Fi 7, c'est du lourd. Donc vous avez ici un bon exemple de test Wi-Fi 7, vous voyez que la machine est très capable et on peut monter assez haut en termes de débit Wi-Fi, on sature quasiment le lien 2,5 Gigabit Ethernet, donc c'est vraiment très bien. Par contre c'est une bande 6 GHz, ça n'a rien à voir avec la machine en elle-même, mais la bande de 6 GHz est évidemment beaucoup plus sensible, comme la bande des 5 GHz, plus sensible non seulement aux atténuations, donc dès que vous passez des cloisons, des murs, des choses comme ça, vous pouvez atténuer fortement, et évidemment aussi certaines perturbations. Par contre on s'éloigne de la bande des 2 Go 4, donc c'est aussi assez sympa puisque la bande des 2 Go 4 est en général assez saturée, donc pour faire du débit c'est toujours un petit peu compliqué, ça dialogue beaucoup, ne serait-ce que par le Bluetooth, le Wi-Fi et puis les petits produits communicants.
Donc vous le voyez, une machine extrêmement capable en termes de débit Wi-Fi 7. J'ai juste déplacé parce que les premiers tests de débit étaient pas bons, mais si je les remets ici, probablement ça va se restabiliser à des bons débits. Ça dépend un petit peu de comment sont orientées les antennes, et surtout il faut aussi se rendre compte que le Wi-Fi 7 a une variabilité, surtout si vous vous déplacez, donc vous êtes en mouvement pendant que vous faites vos tests de débit ou vous faites vos téléchargements, vous allez avoir une variabilité qui est assez importante en général. Donc il y a des optimisations par le fait que la machine est censée être plus ou moins, on va dire, statique, ou en tout cas ne pas trop bouger en termes d'orientation d'antenne. Je me suis fait un petit environnement de test avec deux ordinateurs portables, ils sont tous les deux en Wi-Fi 7, ils ont tous les deux des cartes BE200, donc ils sont tous les deux capables de faire des tests de débit Wi-Fi 7. Et le smartphone, pour le smartphone, on s'en moque en fait du débit et tout ça. Lui, c'est plus pour vous montrer l'application d'écho, pour que vous ayez une idée de la supervision des bornes, pour vous expliquer en gros les problématiques qu'il faut faire super attention quand on déploie des bornes Wi-Fi d'assez gros débit. Les problèmes vont en général pas se produire pour la connexion internet, parce que pour la connexion internet, on s'en moque, la plupart d'entre vous, vous avez des connexions fibre 1 gigabit seconde, les bornes, même avec un backhaul, donc un lien entre les bornes en Wi-Fi, vous arriverez à faire du gigabit seconde. Mais par contre, si vous avez des liens internet très haut débit, ou que vous faites comme moi beaucoup de téléchargement, enfin d'envoi et de réception de fichiers en interne, en local chez vous, là par contre, il faudra faire super attention à la manière dont vous déployez les bornes. Donc je vous fais un premier test de débit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, mon logement est composé de 2 étages. J'ai 2 bornes d'écho, et la borne qui est ici, cette borne-ci, c'est pas la borne d'écho principale. Elle est reliée par un fil, donc le fil court ici le long du mur, et arrive là, à cet endroit-ci, part dans le sous-sol, et au sous-sol, j'ai un switch de brassage qui renvoie un câble à l'étage, donc au bureau qui est au-dessus, et le bureau au-dessus, lui, c'est la borne principale qui renvoie en bas au sous-sol, et ça part vers Internet si nécessaire. Donc les deux bornes sont connectées en filaire, et le réseau ici filaire, c'est soit du 2 Go 5, soit du 10 gigabits seconde, en fonction de ce que je veux faire. Donc c'est du 10 gigabits Ethernet ou du 2,5 gigabits Ethernet. Ici, on est sur la machine Dell XPS 13, donc c'est du Qualcomm, donc Wi-Fi 7, mais qui arrive tel quel, soudé sur la carte mère, pré-câblé, donc j'ai rien bidouillé dessus pour avoir du Wi-Fi 7. On voit qu'on est quasiment aux 2 gigabits seconde, donc ça fait un lien 2 gigabits Ethernet en gros, un petit peu moins en upload. Si je fais la même chose ici c'est une machine, c'est mon vieil Inspiron, j'ai changé la carte Wi-Fi déjà 2 fois, et on voit que en download c'est bizarre, mais j'ai les mêmes débits que l'upload, donc je suis à 1200 on va dire en gros. Par contre en upload je suis beaucoup plus haut, et des fois je monte aux 2 gigabits seconde. Donc c'est des très très bons débits pour du Wi-Fi. Ce qu'il faut comprendre, et ici je me suis mis dans un contexte d'utilisation très particulier, sur la borne du salon, donc vous allez voir ici, si je vais sur salon, on voit Inspiron XPS, donc Inspiron XPS. J'ai fait en sorte de les bloquer, donc ils sont pas en mesh, ils sont bloqués sur la borne du salon. Donc, vous voyez, mesh est désactivé, préférence de connexion salon, pour les deux. Donc, ce qui va se passer pour chacune de ces machines, c'est qu'elles sont obligées de se connecter sur la borne du salon, et la borne du salon va renvoyer le trafic qu'elle reçoit en Wi-Fi vers la borne principale. Donc la borne principale, c'est ma borne qui s'appelle bureau, vous voyez ici principale, puisque c'est la borne qui s'occupe de gérer le trafic, et elle renvoie ensuite ce trafic sur le réseau vers ce qu'il faut faire, donc le point de sortie qui est en particulier ici pour moi, mon NAS, puisque c'est lui qui fait les tests de débit. Si maintenant, ici, on bascule d'un backhaul Ethernet, donc le backhaul, c'est le lien entre les deux bornes. Les deux bornes communiquent ici avec un câble filaire, je vous l'ai dit, par le switch qui va au sous-sol. Ce câble filaire peut être en lien 2 Go 5 ou 10 gigabits Ethernet chez moi. Ici, je suis actuellement en 2 Go 5 parce que je ne bride pas le débit. J'ai un débit maximal, j'ai pas de souci. Si maintenant, je désactive la prise ici, donc la prise est retirée, la borne, et ça c'est assez intéressant, la borne Wi-Fi qui est là, les nouvelles générations, je pense que sur les anciennes c'était pas le cas, elle ne reboot plus, mais elle bascule directement en Wi-Fi. Et si je vous montre ce que ça donne dans l'application de chez TP-Link, ici, vous allez voir que le backhaul est maintenant en Wi-Fi. Et ce qui est super intéressant, c'est de refaire exactement le même test, on va avoir exactement le même cas de figure. Donc ces machines sont connectées sur la borne du salon, donc la borne que je vous ai montré que je viens de déconnecter, donc celle-ci. Le trafic va arriver dessus. Comme on est en backhaul, donc en lien avec la borne principale Wi-Fi, le trafic va être envoyé en Wi-Fi à cette borne-ci, et cette borne-ci va ensuite basculer le trafic en Ethernet câblé. Donc du coup, il va y avoir pour le coup un bridage dans cette chaîne-ci. Le bridage se trouve entre ces deux bornes. Elles vont faire au mieux, mais avec les capacités qui sont maintenant les leurs. Et là, vous allez voir que c'est autre chose en termes de débit. C'est pas horrible, mais on n'est plus que sur un débit gigabit Ethernet, en gros.
Et c'est dommage parce qu'on perd énormément en termes de capacité par rapport à ce que je vous ai montré à l'instant. Ça reste exploitable, ça reste très correct pour des bornes Wi-Fi, il n'y a pas de souci particulier. Je pourrais même pas vous déconseiller de tourner comme ça si vraiment vous n'avez pas le choix. Mais vous voyez qu'on perd en capacité sur la borne, et c'est dommage pour des bornes qu'on a achetées relativement chères, se brider par méconnaissance ou par mécablage, on va dire, de son installation réseau, c'est dommage. Vous voyez qu'on a des chiffres qui sont bien en deçà de ce que je vous ai montré à l'instant, qui sont corrects. On est au niveau d'un réseau filaire gigabit Ethernet, donc ça reste bon, mais c'est en deçà de ce que sont capables de faire des bornes Wi-Fi 7. Donc faites hyper attention quand vous connectez les bornes d'écho ensemble, entre la borne principale et ces bornes satellites, donc les bornes qui servent à faire du mesh. Privilégiez toujours autant que possible, et même quitte à tirer un câble si nécessaire, même si c'est pas forcément hyper esthétique de la manière dont vous le faites, tirez des câbles. Avec des câbles, vous montez très facilement au 10 gigabit Ethernet. Un câble réseau RJ45 standard pourra vous permettre très facilement en catégorie 6 de monter en 10 gigabit Ethernet, et vous n'aurez pas les bridages que je vous montre ici. Je vous reconnecte les bornes juste pour vous montrer ce qui se passe. Ce que j'aime beaucoup avec les bornes d'écho, c'est qu'en fait, elles sont capables à chaud de basculer en câblé et en Wi-Fi. Donc ici, on va voir pendant quelques instants, la borne va galérer et va switcher. Donc ici, je vais rafraîchir pendant qu'elle fait le switch. Voilà, la borne est repassée en Ethernet. Il faut un certain temps avant que même l'application l'affiche. Et maintenant, si on refait exactement le même test, vous allez voir que là, j'ai à nouveau les débits. Donc c'est hyper important de bien câbler vos bornes. Par contre, on reste sur des débits, même sur des machines qui sont assez puissantes comme celle-ci, qui arrivent en fait pré-câblés avec du Wi-Fi 7, on voit qu'on reste sur des débits qui sont inférieurs aux 2,5 gigabits Ethernet, et c'est la raison pour laquelle je vous expliquais quand j'ai déployé mon switch au sous-sol et que j'ai recâblé mon réseau chez moi, que je suis resté en 2,5 gigabits Ethernet parce que c'est plus économe à l'usage, ça consomme moins et ça nécessite une infrastructure moins coûteuse. On peut aussi lancer un test de débit concurrent entre les deux machines, juste pour vous montrer que les machines vont se partager le débit total. Donc on restera à peu près entre 2 et 2,5 Go si on fait la somme sur les deux machines, mais par contre les deux machines vont se partager la bande passante. Alors évidemment c'est pas un test très strict ici que je suis en train de faire, c'est juste pour vous l'illustrer avec quelque chose de concret. Il faudrait avoir un test réseau un peu plus bas niveau, donc ce serait un peu moins lisible, mais pour vous montrer en temps réel que les trafics s'ajustent et que en gros les machines se partagent à peu près la bande passante en fonction des besoins qu'elles ont. Là où c'est par contre un petit peu moins probant, c'est quand on bascule sur le Wi-Fi MLO que je peux activer ici, donc je le fais devant vous, je fais enregistrer, donc là j'active sur la borne un réseau Wi-Fi qui a des capacités particulières, donc il est MLO, c'est-à-dire qu'il est agrégation de bande. Donc vous pouvez, si la machine est compatible, et c'est le cas de ces machines qui sont Wi-Fi 7, puisque ça fait partie aussi des spécifications du Wi-Fi 7, vous pouvez vous connecter sur deux bandes de fréquences pour mutualiser les liens Wi-Fi, ce qui est un peu comme de l'agrégation de bandes en Ethernet, donc ça peut être assez intéressant. Par contre, ça c'est le truc que je n'ai pas réussi à faire marcher correctement. Donc je me connecte en Wi-Fi MLO, je fais des tests de débit, toujours dans les mêmes conditions que ce que je vous ai montré tout à l'heure, et là vous allez voir que les tests de débit sont souvent aléatoires, des fois ils sont bons, des fois ils sont pas bons, et là c'est le petit côté décevant de ces bornes, mais je sais pas si c'est lié vraiment aux bornes, parce que je crois que c'est plutôt lié à la technologie MLO. Ça fonctionne sur cette machine plutôt bien, je vais vous montrer juste les caractéristiques de la connexion, comme ça vous aurez un peu plus d'informations. Donc si on va ici, on voit qu'on est connecté en bande de fréquence 5 et 6 GHz, donc on a bien du MLO, du double bande, ici on est connecté en même temps sur deux bandes, et sur cette machine-ci, qui est, on va dire, qui arrive d'usine en Wi-Fi 7, ça fonctionne bien. Je peux vous refaire un deuxième test pour vous montrer que ça fonctionne. Par contre, c'était pas le cas sur ma machine ici personnelle, qui est une machine que j'ai fait moi-même évoluer en Wi-Fi 7. Donc je m'y connecte exactement de la même manière pendant que celle-ci finit son test. Et donc pendant ce temps-là, moi j'ai connecté l'autre machine en MLO, donc je vous montre également, vous allez avoir à peu près les mêmes informations, puisque c'est deux machines Windows 11 en fait, hein, donc ça affiche la même chose. Donc on a bien ici les deux bandes de fréquences. Alors on n'est peut-être pas connecté exactement de la même manière, je vais juste vérifier pour que les informations techniques soient précises. Vous pouvez ici vérifier les liaisons agrégées, donc on voit les types de liaisons qui sont utilisées. Donc on voit ici qu'on a des liaisons qui sont de plus gros débit, de plus grosse capacité, donc ça peut expliquer aussi la différence que j'observe. Mais donc je lance ici le test de débit,
et je ne vais pas être du tout au niveau des performances, même du Wi-Fi 6 en fait. Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7. Je suis un petit peu en dessous en MLO et je n'ai pas réussi à obtenir des débits qui sont aussi bons qu'en simple Wi-Fi 7. Donc faites attention avec le MLO, ça peut être sans effet ou bénéfique sur certaines machines, ça peut impacter un petit peu les performances en retrait. De toute façon c'est optionnel, hein, je vous l'ai montré, vous allez le déployer que si vous en avez besoin. Donc dans les paramètres Wi-Fi, vous déployez les réseaux dont vous avez besoin. Donc si le MLO n'est pas approprié pour là où les machines pour lesquelles vous voulez le déployer, vous ne vous y connectez pas, ou même vous ne l'allumez pas si vous n'en avez pas besoin. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, je voulais vous noter ça parce qu'il y a quand même une petite différence de performance en MLO par rapport en Wi-Fi 7, donc sur une bande de fréquence 6 GHz plus classique. Évidemment, je voulais aussi vous parler de l'application mobile d'Echo. Donc c'est toujours la même application, ici qui est sur une version Android, vous avez la version Apple évidemment. Ça tourne beaucoup autour de l'application mobile et de l'accès cloud. Donc vous avez accès à vos bornes depuis l'extérieur de chez vous. Il y a un petit portail web, mais il est anecdotique. Je vous mettrai une capture d'écran ou une petite capture pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment à la marge. La majorité des usages se fait depuis l'application mobile, qui a des avantages, des inconvénients. Je vous remontre vite fait 2-3 choses qui sont intéressantes avec cette génération-ci en mode point d'accès. Parce qu'évidemment, vous avez aussi le mode routeur. Alors, je ne les remets pas en mode routeur, mais vous avez aussi des capacités routeur, et les capacités routeur sont très intéressantes si vous avez besoin de remplacer votre box opérateur. Mais si vous laissez votre box opérateur faire, dans ce cas-là, vous avez besoin d'un point d'accès Wi-Fi, et donc vous n'aurez pas besoin de la partie routage, vous vous concentrerez sur la partie Wi-Fi de ces bornes. Donc je vous montre en quoi ça consiste, parce qu'il y a des choses intéressantes et des choses à la marge maintenant, de plus en plus à la marge, mais qui sont quand même, je trouve, embêtantes depuis le temps où ces bornes existent. Je ne vous remontre pas l'intégralité de l'application mobile avec ses variantes routeur, point d'accès, parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo, dans la vidéo précédente où je vous teste ces bornes, mais aussi dans les vidéos précédentes sur TP-Link. L'application évolue énormément, donc il y a aussi des choses qui sont à prendre en compte, puisqu'il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées, réajustées, tout ça. Mais je voulais quand même vous montrer 2-3 petites choses que j'ai repérées sur cette dernière variante de mise à jour, on va dire, de l'application mobile, qui peuvent vous intéresser parce que c'est différent par rapport aux générations précédentes, c'est spécifique à ces générations-là et ça peut vous intéresser. Donc déjà, ce qui est très nouveau et ce qui est apparu au mois de novembre-décembre, je ne sais plus précisément, mais il y a l'arrivée de Matter. TP-Link avait déjà par le passé, je vous avais montré avec les bornes d'Echo M9, ils avaient tenté le Zigbee directement intégré dans les bornes, ça n'a pas marché, ça n'a pas vraiment servi, je ne sais même pas si ça a été vraiment utilisé. Ici on parle bien de réseau Matter sur Wi-Fi, hein, c'est pas du thread ou des choses comme ça, mais si vous faites un petit peu de domotique, a priori, vous pouvez ajouter des produits soit directement dans les bornes, soit pour pouvoir les piloter, faire des automatismes, des choses comme ça. TP-Link a une gamme de produits on va dire connectés, des caméras, des capteurs, des choses comme ça, des prises. Donc ça a du sens qu'ils le mettent dans leur application, mais pour moi c'est pas le cœur de produit d'une borne Wi-Fi. Donc que cette fonctionnalité-là existe ou pas, j'en ai strictement rien à faire, je ne l'utiliserai probablement jamais. J'ai Home Assistant et JDOM pour ça. J'utilise mes applications domotiques pour ça. Mais je voulais vous le mentionner parce que pour les gens qui veulent se lancer petit à petit dans la domotique, bah, ça peut être intéressant. Pour des gens qui n'ont pas de produit Matter, bah, ça permet toujours éventuellement d'avoir peut-être quelque chose pour commencer tout doucement à se lancer dans le sujet. Une autre chose aussi que je voulais vous montrer qui est très particulière par rapport à cette génération-ci. Alors j'ai pas eu de génération 6E, donc je sais pas si dans la 6E c'est apparu, mais dans les générations 6, je vais vous montrer de toute façon, je vais basculer sur une autre installation Wi-Fi pour vous montrer. Il n'y avait pas ça. Si on va dans les paramètres Wi-Fi, bah, prenons directement mon réseau 2 Go, mais c'est vrai avec tous les réseaux. Dans Avancé, vous verrez qu'on peut appuyer ici sur un réseau 2 Go et on peut changer le canal du réseau 2 Go. Alors soit on est en mode automatique, soit on peut le spécifier à la main. Ça vous allez me dire, bah oui c'est parfaitement standard, c'était pas du tout possible avec les générations précédentes des produits TP-Link, et d'ailleurs ce que je regrette, c'est que ça n'est toujours pas possible. J'ai changé ici de déploiement TP-Link, je suis allé sur une autre installation que je surveille également, et vous voyez que dans cette installation-ci, si je vais dans les fréquences, je peux changer, enfin activer ou désactiver les fréquences, mais je ne peux pas changer le canal de transmission Wi-Fi. Alors à nouveau, ce genre de choses, il y a des gens que ça choque, le fait de ne pas avoir pu changer le canal, voilà, il y a des gens qui sont embêtés par ça. Honnêtement, je comprends le fait que vous soyez choqués, je comprends aussi par le positionnement de ces bornes, parce que c'est des bornes très haut de gamme, et même sur du matériel premier prix,
souvent on peut spécifier le canal Wi-Fi, c'est juste qu'ici c'est pas un objectif de ces bornes, au contraire c'est une contrainte pour l'utilisateur. Ce qu'essaye de faire TP-Link, si je comprends l'idée qui se trouve derrière, c'est d'avoir tout ça d'automatiser. Et donc si on regarde dans les différents paramètres et réglages des bornes, vous avez l'optimisation du réseau. Et les bornes sont capables de s'auto-optimiser, de vérifier quels sont les canaux qui sont occupés, les canaux qui sont libres, de changer tout ça en temps réel pour s'ajuster et pour permettre d'avoir toujours un débit optimal. Et donc c'est vraiment pas une priorité de vous spécifier, enfin de vous autoriser à spécifier à la main un canal Wi-Fi. Cependant, il faut quand même reconnaître que finalement, même si ça n'a pas été rétroporté sur les versions précédentes, c'est quand même super appréciable de voir apparaître ce genre de choses. Alors non seulement vous pouvez spécifier le canal, mais en plus les largeurs de canaux, donc ça aussi vous pouvez régler, et aussi sur les bandes de 5 GHz et sur les bandes de 6 GHz. Donc vous voyez ici je suis en 5 GHz, on voit que je peux spécifier le canal qui est forcément différent sur le 5 GHz et la bande de fréquence. D'ailleurs je sais pas pourquoi il m'a basculé sur du 80 au lieu de 160, ça doit être son auto-optimisation. Alors, je ne vais pas y toucher pour éviter de perdre la connexion Wi-Fi avec mon smartphone, mais en tout cas on voit que c'est possible. Et sur le réseau 6 GHz, on voit que j'ai exactement les mêmes réglages, avec les largeurs de canal, et là encore le réglage automatique ou non du canal. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa, c'est bienvenu que ça a été ajouté, et donc c'est un point à noter. Par contre, sur cette application, il y a toujours d'énormes lacunes, et je pense qu'elles ne seront malheureusement jamais changer, évoluer ou optimiser, mais je trouve ça terriblement dommage. La première, je vous en ai parlé, c'est le fait que les applications mobiles en fait sont bien conçues, je trouve qu'elles sont faciles d'usage, les boutons sont gros, les navigations sont faciles, donc elles sont bien faites. Par contre, le portail web, c'est juste informatif. TP-Link n'investit pas, alors ils ont créé un portail web il y a quelques années, suite à la demande des utilisateurs, mais c'est vraiment à la marge, ça fait que quelques petites choses du genre remettre à jour le firmware, observer le réseau, voir les clients qui sont connectés, mais vous n'avez pas toutes ces possibilités de réglage là qui sont disponibles, et c'est bien dommage, ça nécessite, quoi qu'il arrive, tout le temps de passer par l'application mobile. Alors c'est pas gênant, je pense que la plupart des gens sont habitués à avoir une application mobile, mais moi j'aurais aimé être autonome sur mon installation, et avoir un portail web d'administration directement en local sur mes bornes. L'autre point que je voulais vous montrer, je vais vous montrer 2-3 endroits où c'est particulièrement évident. Si je vais dans Système, ici par exemple, vous aurez des informations qui sont un peu bizarres. Vous avez déco de redémarrage ici, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Vous avez aussi, j'ai repéré, quand on va dans les paramètres Wi-Fi, Wi-Fi 6 au niveau de la sécurité ici, vous avez WPA3 et devoir. Alors devoir, je ne sais pas ce que c'est. Si ça se trouve, c'est la bonne traduction pour cette norme de sécurisation, mais j'ai cherché, je ne vois vraiment pas ce que c'est que devoir. J'ai même cherché en cherchant avec des traductions, j'ai pas trouvé. Bon, il y a un réglage en tout cas qui existe qui s'appelle devoir, et je pense, à mon avis, que c'est une mauvaise traduction. Et là, c'est un petit peu embêtant, il y a beaucoup de texte, il y a régulièrement du texte à pas mal d'endroits. C'est aussi le cas quand on va dans Matter, je sais pas si vous voyez le bouton, ici il s'appelle apprendre encore, ou learn more en fait. En anglais. Mais plutôt que vous faire une traduction littérale learn more, ça aurait pu être plus d'informations. Je pense que chez TP-Link, même en France, il n'y a personne qui s'est dit « Tiens, je vais ouvrir l'application mobile des produits que je vends, et je vais voir si j'arrive à comprendre ce qui est écrit sur les boutons. » C'est une traduction automatisée. Je pense que dans le process de traduction, peut-être pas partout dans l'interface, mais au moins dans les points que je soulève là, personne n'a remonté le fait que ça ne veut rien dire en français et que les textes ne sont pas adaptés. Alors il y a plein de petits points, ça et là, et pour moi, le souci, c'est que c'était déjà le cas, je l'avais remonté sur les bornes Deco M9, sur les bornes X90, on est quand même sur des bornes, des kits qui commencent à dépasser les 1000 €, faut être sérieux 2 secondes, à un moment donné, quand on veut jouer dans la cour des grands et sortir des produits haut de gamme, il faut faire l'effort de traduire ces applications, même des produits chinois un peu médiocre, commence quand même à faire un effort considérable sur la traduction dans d'autres langues, en particulier le français, je pense à des robots aspirateurs, des trucs comme ça, où vous avez quand même des applications qui tiennent un peu plus la route en termes de traduction que ce qu'il pouvait y avoir dans le passé. Il serait temps que TP-Link fasse aussi l'effort, étant donné que c'est l'application principale pour communiquer avec les utilisateurs, faire l'effort de bien traduire les applications et de donner tout ce qu'il faut dans toutes les langues pour les utilisateurs.
C'est le minimum que j'attends en tout cas sur ce type d'application. Par contre, pour tout le reste, et pour finir sur une note positive, on peut faire énormément de choses avec l'application mobile, on peut configurer des choses, et en particulier sur les quelques petits produits qui pourraient poser problème, si par exemple vous voulez créer des affinités, désactiver le mesh, parce que vous avez par exemple, je sais pas, votre module Netatmo qui a des problèmes, etc. Vous pouvez voir déjà comment le produit est connecté, mais vous pouvez aussi forcer son mode de connexion. Donc s'il doit se connecter sur une certaine bande de fréquence, sur une certaine borne, d'une certaine manière, vous pouvez le forcer, produit par produit, et ça permet de profiter du meilleur de la technologie, en fait, de laisser tout allumer sur vos bornes, sans pour autant faire en sorte que certains produits ne fonctionnent pas. Comme ça, vous réglez au cas par produit, pour que tout fonctionne. L'autre point aussi, où on voit que ce produit, c'est un produit qui est avant tout grand public, et pas professionnel, c'est que les points d'accès mobiles que vous pouvez spécifier sont préconfigurés. Donc vous en avez un pour les réseaux 2 Go 4 et 5 GHz, donc en gros les réseaux Wi-Fi 5 historiques, on va dire. Vous avez un SSID, donc un réseau aussi spécifique pour le 6 GHz. Alors ça va être plutôt pour faire, si je vulgarise grossièrement, l'équivalent du Wi-Fi 6, 6E et 7. Et vous avez donc un réseau MLO que vous pouvez activer ou désactiver. Moi, je vous l'ai dit, je l'ai activé. Il fonctionne dans certaines situations très très bien, même mieux qu'un réseau Wi-Fi 7. Il est très performant. Par contre, dans d'autres, il est très dégradant en termes de performance. Et comme j'avais, surtout avec par exemple ce smartphone, j'avais des soucis de compatibilité avec le MLO où j'avais souvent, de temps en temps, des très faibles débits, je l'ai désactivé, je me concentre sur du Wi-Fi 7 classique et j'ai quand même de très très bons débits qui me suffisent largement. Et vous en avez encore un autre qui est caché dans les réglages ici+, c'est le réseau Internet des objets, donc c'est par exemple pour connecter principalement des caméras, des appareils comme des aspirateurs robots, des choses comme ça. C'est un réseau qui est lui aussi spécifique à ce type d'appareillage, qui peut permettre d'isoler par exemple ces appareils de votre réseau standard pour de la sécurité accrue, et donc vous avez la possibilité de le configurer lui aussi de manière spécifique. J'ai oublié de le spécifier, vous avez un SSID spécifique pour vos réseaux d'invités, c'est maintenant très standard, mais vous en avez un, qui est disponible en 2, 4, 5 et aussi en 6 GHz, puisque c'est des bornes Wi-Fi 7, donc même les invités sont bien lotis. Vous avez la possibilité d'activer ces SSID, donc ces réseaux-là. Donc c'est extrêmement intéressant, mais c'est aussi extrêmement limité en fonction de votre profil. Si vous y connaissez rien du tout, ça va être super pratique d'avoir un truc où vous appuyez on-off et quasiment tout se fait pour vous. Vous avez 2-3 réglages qui sont faits et on n'en parle plus. Par contre, si vous y connaissez, peut-être que vous préféreriez avoir ici un truc qui est vide et vous faites ajouter. Vous ajoutez votre SSID, vous ajoutez les fonctionnalités que vous voulez mettre dessus, et vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5 en fonction de vos besoins. Ça fait plein de réseaux Wi-Fi que vous pouvez créer, mais c'est pas centralisé, c'est pas vous qui avez la main, c'est préconfiguré, vous avez un ensemble qui est conçu et prévu par TP-Link. Si ça vous correspond, tant mieux. C'est très facile à activer, à désactiver, à configurer. Mais par contre, si vous voulez faire quelque chose de personnalisé, d'autres marques le font de manière plus ouverte. C'est vous qui choisissez, qui créez, qui supprimez les différents SSID. Ici, non, tout est pré-câblé. Vous l'activez ou vous l'activez pas. Vous faites quelques réglages, mais c'est tout. Sur ces bornes BE85 qui sont là, je voulais revenir sur 3 points qui me semblent importants et qui sont pas évidents. C'est pas facile en fait de trouver l'information sur internet. Avant de parler de ces 3 points, je voulais juste vous faire un résumé par rapport à la fiche technique pour que vous compreniez. Quand on voit BE 19000 ici, alors il faudra adapter en fonction des fabricants pour lesquels vous regardez les produits. BE en général c'est la norme Wi-Fi, donc ici on est sur du Wi-Fi 7, c'est du Wi-Fi BE, c'est pour ça qu'elle s'appelle Wi-Fi BE, enfin elle s'appelle BE. Et 19000 ici tri-band, c'est parce que vous avez 3 bandes qui sont disponibles, une bande en 6 GHz, une bande en 5, une bande en 2.4. Vous avez les débits respectifs qui sont sur la fiche produit. Quand vous faites la somme, ça fait 19 000 mégabits seconde, donc 19 gigabits seconde pour le transit. Et vous avez aussi un truc qui est important en plus du nombre de bandes, c'est le nombre de flux ou stream, hein, la capacité en fait d'envoyer des données. Toutes les bornes ne sont pas tri-band, vous avez du plus haut de gamme, et je crois que même chez Deco vous avez la BE95, mais vous avez chez Asus par exemple une quadriband avec plus de flux, vous pouvez avoir du 16 flux par exemple, je crois que 16 étant le maximum sur la norme, ce qui vous permet d'aller plus loin. Vous pourrez voir des kits qui vont jusqu'à 25 gigabits seconde en quadriband, donc quadriband voulant dire ouvrant une bande de plus, hein, ce qui vous permet d'avoir des débits encore supérieurs pour les gens qui auraient besoin, soit de plus de débit pour un périphérique donné, mais je pense que à un moment donné votre périphérique Wi-Fi 7 saturera. Ici on est plus sur des besoins où vous avez beaucoup de périphériques Wi-Fi 7 qui ont besoin de très bons débits. Dans ce cas-là, il faudra encore envisager des bornes plus chères mais encore plus performantes
sur ce type de transfert. Alors concernant la borne en elle-même, puisque je vous ai dit on va en parler de 3 points, je vais vous évoquer quelque chose qui est super important, qui est le port SFP+ ici, et son lien avec les autres ports qui se trouvent sur la borne. Je vais aussi vous évoquer la température de fonctionnement de cette borne, puisque c'est une borne qui chauffe plus que ses prédécesseurs, elle consomme plus et elle chauffe plus. Et le dernier point, c'est justement la consommation. Vous montrez que la borne consomme environ 20 watts, et donc en fonction de vos cas de figure, ça peut quand même chiffrer. Si vous avez 2-3 bornes comme ça, on est tout de suite sur 20, 40, 60 watts de consommation dans le logement. C'est beaucoup. Pour du Wi-Fi, pour des bornes qui tournent la plupart du temps 24h/24, c'est vraiment beaucoup en termes de consommation. Mais beaucoup de fabricants ont malheureusement cette contrainte. Pourquoi ? Parce que le Wi-Fi 7, déjà, c'est des puces qui vont très haut en débit, donc des puces assez puissantes. C'est aussi des équipements réseau comme les ports 10 Gigabit ou le SFP qui consomment en soi. Le fait d'avoir les équipements réseau dedans, c'est des choses qui vont consommer assez fort. Donc c'est pour ça que c'est des produits individuellement qui consomment beaucoup. Et donc comme on est sur du mesh, on multiplie par le nombre de bornes qu'on a chez soi. Et donc très vite, on a une consommation qui est vite élevée. Et c'est dommage. Probablement dans le futur, il y aura des révisions de ces bornes où ça va s'améliorer. Mais pour le moment, les générations courantes de bornes, en tout cas celles qui ont des vraies performances Wi-Fi 7, consomment quand même beaucoup plus que leur génération précédente. Le port 10 Gigabit Ethernet du bas, il est combo avec le port SFP. Donc quand vous utilisez un module SFP+, donc enfiché dans le port, câblé si possible, vous ne pourrez pas utiliser l'autre port en même temps. Donc vous conservez toujours 4 ports quoi qu'il arrive. Donc vous avez toujours 2 ports très haut débit, donc des ports 10 Gigabit, et 2 ports 2,5 Gigabit, qui sont quand même des ports à fort débit, un peu moindres certes, mais à fort débit. Mais vous ne pourrez pas utiliser 5 ports. Et c'est ce que je voulais utiliser au départ sur ces bornes, je me suis dit, oh, c'est génial, 5 ports, c'est top. J'ai juste pas fait attention qu'ici c'était un port combo. Mais pourtant, tout est bien écrit, tout est bien indiqué, donc il n'y a pas de souci, aucun reproche à faire à TP-Link, il n'y a pas de problème particulier, c'est juste qu'il faut faire attention à ces ports qui sont combinés. Donc ici, je suis sur ma variante câble cuivre, donc je peux le connecter. Par contre, le truc qui m'a paru surprenant, alors c'est sur ce produit-là en particulier, c'est juste que si vous regardez le petit téton plastique ici, il est juste à l'opposé, donc ça se connecte à l'opposé des autres connecteurs de la ligne. Donc c'est un petit peu bizarre. Alors évidemment on fait pas ça, c'est un même câble, donc de toute façon quoi qu'il arrive on ne fait pas ça, mais on ne connecte pas les deux connecteurs là ensemble, puisque je vous l'ai dit ils sont combinés, mais faites juste attention, en fait c'est inversé dans le sens des câbles, donc il faut juste faire attention quand on branche comme ça en aveugle. Bon, on le sent bien le port SFP, puis il faut faire attention quand on touche là, on le sent bien, mais bon, il faut juste inverser le câble réseau quand on le connecte. Donc ce module SFP fonctionne très bien également pour faire des liens 10 Gigabit ou moins, peu importe, en filaire. Ici, pour information, donc la borne est connectée avec le module. Le module est tiède, c'est-à-dire je ne me brûle pas, je peux le toucher. On voit ici la connexion qui repasse en filaire. Donc le module SFP fonctionne parfaitement avec cette borne TP-Link et vous pourrez généraliser ça à d'autres équipements. Juste pour vous montrer que même si on est sur des équipements, j'aurais pu acheter un module SFP TP-Link, c'est standardisé, vous pouvez acheter un module d'une autre marque et le brancher sur une autre marque. Ça fonctionne, a priori il n'y a pas de souci particulier, mais il faut quand même se méfier de la compatibilité générale de tout ça. Vous l'avez compris, sur ce type de borne, comme on est sur une consommation de l'ordre de 20 watts, on a forcément aussi un impact sur l'enveloppe thermique de l'appareil. Alors le point positif que j'ai noté, c'est que même si le produit est indiqué comme ayant une ventilation active, donc un ventilateur, j'ai jamais entendu, je sais pas s'il existe, mais moi j'ai jamais entendu de bruit de soufflerie. Et la température est très contenue. Certes, la borne est tiède quand on la touche, mais elle n'est pas chaude. Même en plein été, en mois d'août, etc., il n'y a pas eu de souci de température élevée. Donc c'est une borne qui gère très bien sa température interne et qui ne monte pas en température de manière excessive. Le seul point négatif, c'est donc qu'elle surconsomme par rapport à des bornes de capacité inférieure. Maintenant qu'on a fait, je pense, un récapitulatif, ou en tout cas je vous ai réexpliqué les capacités de ces bornes et des vrais tests de débit de ces bornes en Wi-Fi 7, ce qu'il faut comprendre, en plus de toutes les fonctionnements standards du Wi-Fi, donc c'est-à-dire les atténuations quand vous traversez les murs, le problème aussi des bandes de fréquence, avec le 2 Go 4 qui est saturé, potentiellement par votre voisinage, mais aussi par tous les équipements que vous avez ici, mais les bandes aussi de 5 et 6 GHz qui permettent d'avoir beaucoup de débit, mais qui sont beaucoup plus sensibles, donc c'est des bandes qui vont vite
s'effondrer quand vous traversez des gros murs ou quand vous avez un peu de parasitage. Il faut aussi comprendre ce kit-là, et je voulais vous expliquer aussi pourquoi ce kit est vendu cher, qu'est-ce qu'il fait qu'il est vendu relativement cher, quelles sont ses capacités, mais aussi la concurrence, parce qu'il y a des kits Wi-Fi 7 qui existent, qui n'ont pas les mêmes capacités que ces bornes-là, certains ont des capacités similaires à ces bornes-là, donc je voulais aussi vous expliquer ce qui existe sur le marché, que vous ayez une bonne image, en tout cas quelques grandes marques qui proposent des choses intéressantes, comme ça vous pourrez vous faire un bon aperçu de ces kits Wi-Fi 7, et surtout comprendre ce qui fait la différence entre parfois des bornes que vous pouvez trouver à 200-300 euros, et ces bornes aussi qui sont quasiment au double en termes de budget. Il y a des raisons pour lesquelles ces bornes sont vendues plus chères. Maintenant, est-ce que ces bornes justifient leur prix? Je ne sais pas. Je les aurais vues quand même un petit peu moins chères, hein, pour être honnête, mais il y a quand même énormément de technologie, énormément de capacité dans ces bornes, et toutes les bornes, c'est pas parce qu'elles ont écrit Wi-Fi 7 dessus qu'elles ont les capacités de vous fournir un débit. Un débit pas seulement sur un périphérique, mais aussi sur beaucoup de périphériques. Et c'est là où rentre en jeu la partie commerciale, avec ici des agrégats, on va dire, de bandes passantes sur toutes les bandes de fréquences. Donc en général, les fabricants y vont de leur chiffre le plus élevé possible. Ce qui est important de voir, c'est est-ce que ces bornes ont les capacités nécessaires sur les bandes de fréquences que vous utilisez, avec le nombre d'appareils que vous utilisez. Parce qu'il y a beaucoup de bornes qui vont avoir des processeurs dedans qui sont relativement limités, ou éventuellement des parties switch ici un petit peu limitées, qui ne vont pas être en capacité de tenir la charge à partir du moment où vous allez avoir énormément d'appareils branchés dessus. Et de nos jours, on a de plus en plus d'appareils branchés sur des bornes Wi-Fi. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont plusieurs téléphones portables, plusieurs tablettes ou plusieurs ordinateurs portables connectés en même temps au domicile, ne serait-ce que parce qu'on est plusieurs à la maison, mais aussi des gens qui ne s'embêtent pas à aller tirer un câble pour la télé, pour des choses comme ça, alors que c'est très consommateur en termes de débit, du streaming vidéo, des choses comme ça, ou même du jeu. Et donc c'est des bornes qui doivent tenir et encaisser une charge importante quand il y a beaucoup de périphériques qui font du trafic en parallèle. Et c'est exactement ce pourquoi sont conçus ce type de bornes, qui ont des processeurs dedans assez puissants, du multicore, des choses comme ça, qui ont des switches aussi assez puissants pour tenir la charge, qui ont aussi des conceptions réseau bien pensées pour pouvoir envoyer le débit qu'elles reçoivent en sans fil sur un connecteur câblé qui a des capacités pour tenir ce débit, parce que si vous avez du 2,5 gigabits Ethernet, ces bornes vont être bridées. Pour le débit total en fait qu'elles proposent, elles ne seront pas capables de faire transiter tout le débit sur du 2,5 gigabits Ethernet. C'est pour ça qu'on monte sur du 10 gigabits Ethernet pour pouvoir tenir. Et c'est pour ça qu'on a des bornes qui, au final, consomment plus, coûtent plus cher, c'est parce qu'elles ont des capacités bien supérieures à d'autres bornes qui n'ont pas ce type de choses embarquées. Alors après ça, pour mon utilisation personnelle, c'est sûr que moi je n'utilise pas en tant que routeur, hein, ces bornes BE85, donc pour des points d'accès Wi-Fi 7, c'est sûr que ça fait cher par rapport à mon usage, mais c'est des très bons points d'accès Wi-Fi 7, donc ça reste tout à fait acceptable en termes de produits à déployer chez soi. Voilà en ce qui concerne ces bornes Wi-Fi 7 de chez TP-Link. Donc moi j'ai testé les BE85 dans leur configuration BE19000, donc kit de bornes pour faire du Wi-Fi mesh. Est-ce que ce sont les meilleures bornes du marché pour faire du Wi-Fi 7? Je ne sais pas, et je peux même pas vous répondre oui ou non à cette question, puisque ça dépend directement de vous. Je vous l'ai dit ici, c'est un kit plutôt grand public, que vous pouvez quand même déployer, si comme moi vous êtes assez, on va dire, au fait des nouvelles technologies et du déploiement de ces technologies, mais c'est pas du tout des kits comme vous pourriez avoir chez Ubiquiti, des choses comme ça, où vous êtes beaucoup plus dans un monde pro. TP-Link fait aussi des gammes pro pour des bornes Wi-Fi. Ici, on est vraiment sur du grand public, du clé en main. Ce sont des bornes dont l'objectif principal, c'est un déploiement très facilité, aidé par donc un smartphone, par l'application mobile. Vous ne vous prenez pas la tête, l'application vous guide pas à pas comment vous devez câbler, vous préconfigure les bornes, et même les bornes en elles-mêmes sont capables de s'autogérer, elles sont capables d'identifier autour d'elles éventuellement les autres réseaux Wi-Fi qui existent, s'optimiser pour avoir les meilleurs débits possibles, voilà, elles s'occupent d'elles, elles se mettent à jour toutes seules, elles font tout dans leur coin, et vous avez normalement un réseau Wi-Fi qui est le plus approprié, le plus adapté et le plus efficace pour votre logement. Donc, ce genre de service, ça a forcément un coût, ce sont des bornes premium, et c'est une borne qui coûte individuellement entre 500 et 600 euros. Alors, si vous l'achetez en kit, vous pouvez peut-être faire une affaire en fonction du moment où vous l'achetez, mais c'est quand même des bornes qui coûtent cher, et donc,
moi je peux que vous inciter à bien regarder la concurrence et à bien vérifier si c'est ce type de borne dont vous avez besoin. Même chez TP-Link, si vous voulez faire du Wi-Fi 7, vous avez une gamme en dessous qui est la BE65 qui peut être très intéressante. Vous perdez beaucoup de choses, en particulier vous perdez quelque chose que je trouve extrêmement intéressant à l'arrière, qui sont les ports 10 Gigabit Ethernet et le port SFP+. Vous avez 4 ports, je crois, 2,5 Gigabit Ethernet, mais ça peut être largement suffisant pour déployer votre réseau Wi-Fi chez vous. Donc peut-être que vous n'avez pas besoin de la plus haute gamme des bornes Wi-Fi 7 de TP-Link, la gamme en dessous vous suffirait, si vous voulez économiser un petit peu et avoir des bornes qui sont très efficaces en termes de débit Wi-Fi, mais un petit peu plus accessibles en termes de budget. Et puis vous avez d'autres marques qui proposent du Wi-Fi 7. Faites très attention, je le redis une deuxième fois, c'est pas parce que vous avez Wi-Fi 7 écrit sur une boîte que vous avez une quelconque garantie du débit et du nombre d'appareils qui vont être capables de faire du trafic sur vos bornes. Le Wi-Fi 7, c'est une norme, les produits passent la norme ou la passent pas, la respectent ou la respectent pas, mais ça veut pas dire derrière que ces produits seront bien faits et seront capables d'encaisser le trafic que vous avez chez vous. Moi, je sais que ces bornes-là, je les ai soumis à fort trafic, avec une ou plusieurs machines, elles suivent le rythme. Donc, j'ai pas de souci à vous dire que c'est des bornes qui tiennent la route et qui sont bien conçues. Et ça se voit parce que c'est quand même des bornes qui sont assez grosses, on voit quand même qu'elles ont maintenant, par rapport aux générations précédentes, une ventilation active que je n'ai jamais entendue. C'est des bornes qui sont extrêmement silencieuses. Donc si elles ont un ventilateur, et ça tourne vraiment de manière très très rare, mais c'est quand même des bornes qui sont plus lourdes, qui consomment plus, qui sont beaucoup plus costauds. Donc on sent que il y a énormément de technologies qui sont mises dedans parce que le Wi-Fi 7 c'est de la technologie qui est assez haut de gamme, qui nécessite derrière aussi, et j'arrête pas de tourner cette borne, mais ça nécessite quand même de mettre des choses qui vont avec, donc du 10 Gigabit Ethernet, des choses comme ça, et quand on attaque du 10 Gigabit Ethernet, c'est forcément des sujets sur lesquels les gens sont moins à l'aise, puisque forcément, c'est moins répandu, ça coûte beaucoup plus cher, et c'est plus compliqué à mettre en place. Donc, c'est pour ça que c'est des bornes qui sont pas forcément, même si elles sont accessibles, elles sont pas forcément faciles d'accès pour tout le monde, parce qu'il faut comprendre les enjeux du Wi-Fi 7. Si vous achetez des bornes en vous disant, bah voilà, j'achète ces bornes-là, je les branche et ça va marcher, peut-être, si vous avez de la chance et que vous êtes à côté de votre box opérateur et que vous avez un module SFP+ à disposition, peut-être que vous n'aurez aucun souci, mais peut-être aussi que vous allez les brider sans le vouloir parce que vous ne les déployez pas de la bonne manière. Et pour des bornes très très haut de gamme comme celle-ci, ce serait dommage de les brider par méconnaissance. Je voulais quand même vous faire un petit topo sur les bornes Wi-Fi 7 et ce qui existe sur le marché. Alors je connais pas tous les produits et puis j'ai pas une expérience aussi poussée, on va dire, que ce que j'ai pu vous montrer sur ces bornes BE85, mais vous voyez que si vous voulez faire du Wi-Fi 7, vous en avez à tous les prix, même chez TP-Link, puisque on va dire l'entrée de gamme du Wi-Fi 7 chez TP-Link, ce sont des bornes BE25 que je peux pas nécessairement vous déconseiller, mais je les ai pas testées, donc vous voyez bien quand même qu'il y a une différence, ne serait-ce que par la taille et le prix, qui en soi doit vous éveiller quand même quelque chose. C'est des bornes qui ont moins de capacité. Cependant, et je pense que c'est quand même quelque chose qui est commun à toute la gamme TP-Link, c'est que TP-Link essaye d'avoir des produits qui sont cohérents pour le budget qui est demandé. Alors, est-ce que ça valait le coup d'avoir des BE25 avec 3 bornes? Je ne sais pas, mais vous pouvez aussi les prendre en pack de 2. Et c'est des produits, vous voyez, qui sont plus à rapprocher des anciennes bornes M9. Elles sont très compactes, elles ont que 2 ports, mais c'est des ports 2,5 Gigabit Ethernet, donc c'est des bornes qui sont quand même au goût du jour, et ça vous permet comme ça très facilement d'aborder le Wi-Fi 7 sans avoir les très très bons débits des bornes que j'ai pu vous montrer, mais en ayant quand même des débits qui sont corrects, quelle que soit la technologie Wi-Fi que vous allez attaquer, quels que soient les produits que vous allez attaquer. Donc vous en aurez pour votre argent, mais vous voyez bien qu'avec ce type de budget, vous aurez forcément quelque chose d'un peu moins évolué, mais c'est un ticket d'accès chez TP-Link pour accéder à du Wi-Fi 7, donc avoir toutes les technologies Wi-Fi 7, mais aussi du Wi-Fi Mesh, et ça c'est super intéressant, parce que quand on a un logement qui est un petit peu compliqué, qu'il soit grand, qu'il soit haut, qu'on ait des murs porteurs, des choses comme ça qui atténuent beaucoup, c'est très intéressant de pouvoir se lancer sur des bornes qui supportent du Mesh nativement, et ces bornes BE25, pourquoi pas. Si vous montez en gamme, vous avez les bornes BE65, qui elles aussi sont, on va dire, plus du calibre des BE85, mais un petit peu dégradées, puisqu'à l'arrière, elles ont 4 ports, 2,5 Gigabit, et vous perdez le SFP+, donc c'est quand même des grosses concessions, mais cependant, vous avez les 2 bornes pour un peu moins de 500 €, et vous avez normalement de bons débits Wi-Fi, même en Wi-Fi 7, donc avec des capacités assez intéressantes pour gérer du Wi-Fi 7 à la maison.
Toujours pareil en 1 pack, 2 packs ou 3 packs, donc en fonction du nombre de bornes dont vous avez besoin pour nuancer un petit peu votre budget. Les bornes que je vous ai montrées, alors les prix varient énormément, donc c'est très compliqué de vous donner un tarif. C'est des bornes qui ont commencé à plus de 1200 €, et vous allez voir que quand on regarde la concurrence, même si c'est très cher, c'est pas forcément quelque chose de très choquant, parce que la concurrence fait pareil en fait, et je pense que c'est des technologies, que ce soit le Wi-Fi 7, mais aussi tout ce qui va avec, donc le 10 gigabits Ethernet, le SFP+, et tout ça, c'est des technologies qui coûtent cher à embarquer dans des produits de ce type-là, donc forcément, ça fait monter le budget. Cependant, c'est des produits qu'on a pu quand même retrouver à moins de 800 €, par exemple, au moment du Black Friday, tout ça, donc ça fait 400 € la borne, c'est beaucoup plus accessible, ça reste cher, mais c'est beaucoup plus accessible, et surtout, vous bénéficiez de toute la panoplie des bornes TP-Link, alors elles sont compatibles entre elles. Faites très attention si vous commencez à les mixer parce que vous pouvez perdre des fonctionnalités. Ça va toujours s'ajuster sur les bornes les moins disantes, on va dire, celles qui ont le moins de capacité. Mais vous avez des bornes qui sont compatibles 4G, des bornes qui sont multi points d'accès, donc fibre 4G, des choses comme ça. Donc ça peut être aussi assez intéressant à regarder. Mais on est donc sur un budget 400-500 € la borne. Vous voyez que là ici, par exemple, à l'unité chez Amazon, c'est 560 € la borne, et au moment où je fais en tout cas cette séquence, et 899 € les deux bornes. Donc c'est quand même un très gros budget, mais à côté de ça, vous avez aussi des très bons débits Wi-Fi, donc ça peut aussi valoir le coup. Si vous n'êtes pas partant pour le Wi-Fi Mesh, si vous voulez juste acheter une borne, il existe aussi des bornes et des routeurs plus classiques. Alors les gammes Archer, je crois que c'est les gammes un peu gaming, avec un look un petit peu gaming de chez TP-Link, mais vous avez des bornes qui sont plus gaming, plus classiques on va dire, dans leur approche, ou même des bornes avec plein d'antennes, etc., qui sont très accessibles en termes de budget, qui vous proposent la bande des 6 GHz, donc qui vous proposent quand même quelque chose d'intéressant. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est ce que proposent les concurrents de TP-Link. Alors, en termes de concurrents de TP-Link qui fait du Wi-Fi 7, je vais vous en citer 4-5 pour être assez exhaustif, mais sans pouvoir vous dire exactement ce qui marche bien, ce qui marche pas bien, puisque évidemment j'ai pas pu toutes les tester. Si j'avais une vraie alternative à vous indiquer, ce serait les bornes de chez Asus. Les bornes Wi-Fi 7 de chez Asus, c'est pareil, il y a plein de gammes, c'est très compliqué de vous donner exactement la bonne gamme équivalente, mais normalement, le modèle qui est vraiment équivalent, ce sont les Asus Zen Wi-Fi BQ16, donc ces bornes qui sont ici, qui pareil renouvellent aussi une gamme qui existait déjà, avec des capacités différentes et un peu moindres en Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E. Et vous voyez qu'à l'arrière, on est sur quelque chose d'assez similaire, on a du 10 gigabits. Alors je crois pas qu'on ait de SFP+, mais on a quand même des ports de 2,5 gigabits Ethernet, des ports 10 gigabits Ethernet, du WAN, des choses comme ça. Et donc une connectique intéressante, mais aussi du sans fil très intéressant avec des grosses capacités Wi-Fi 7. Et ce qu'on peut dire par contre sur les bornes de chez Asus, c'est qu'elles proposent beaucoup plus d'accessibilité à des fonctionnalités poussées pour du grand public. Donc si vous êtes plus à la recherche d'un portail complet pour administrer vos bornes avec une possibilité de la gérer de manière plus fine pour vous, dans ce cas-là, les bornes Asus sont peut-être plus appropriées. Ça reste du très grand public, donc ça reste très accessible. C'est pas des gammes pro où il faut vraiment s'y connaître pour commencer à bien les configurer. Mais par contre, vous avez des capacités plus intéressantes, on va dire, pour ce type de borne. Par contre, faites très attention, vous voyez qu'on est sur des prix qui sont extrêmement chers. En fait, c'est un pack, hein, le Wi-Fi 7, le 10 gigabits Ethernet, des choses comme ça. C'est encore des technologies qui sont assez chères à déployer. Et donc forcément, les produits qui en résultent coûtent très cher. Alors, en termes de bornes Wi-Fi 7, vous avez d'autres marques qui se sont évidemment lancées dedans, des gammes que vous connaissez, par exemple les Orbi de chez Netgear, qui sont aussi des gammes, vous allez voir, qui coûtent assez cher. Alors ici, c'est du tri-band, mais vous avez aussi du dual-band Wi-Fi 7 avec les RBE 9725. Vous voyez que c'est, à nouveau, 1499 € les deux bornes. Et si vous voulez descendre un petit peu de gamme, vous pouvez avoir 3 bornes avec les RBE 773, mais on est quand même à 1000 € les 3 bornes pour un débit qui est quand même moindre par rapport au débit TP-Link. Le débit global, c'est-à-dire quand on agrège toutes les bandes de fréquence, les capacités en fait des bornes. Donc ça reste, vous le voyez, des budgets très élevés. Linksys aussi, si vous cherchez côté Linksys, ils ont aussi leur VLOP en Wi-Fi 7. Par contre, je trouve qu'elles sont quand même en deçà de ce que jusqu'à présent, en tout cas, Linksys proposait. Moi, j'ai toujours été un gros amateur de ce que faisait Linksys, mais là, quand vous regardez, on est quand même sur un seul port 2,5 gigabits Ethernet et 4 ports
gigabits Ethernet, c'est un petit peu juste pour alors, des bornes qui sont certes au nombre de 3, mais qui sont quand même vendues 800 €. On pourrait espérer du full 2,5 gigabits Ethernet au minimum sur ce type de produit. Mais ça reste des bornes Linksys qui sont très bien conçues, qui sont très intelligentes, par des spécialistes à nouveau du réseau sans fil, donc c'est aussi une alternative qui peut vous intéresser. Voilà, donc je voulais vous montrer comme ça ce qui existe en termes de bornes Wi-Fi 7. Évidemment, vous avez, je vous l'ai dit, si vous voulez passer sur du plus professionnel, vous avez des points d'accès Wi-Fi 7 qui sont en PoE, tout ça avec des capacités qui sont vraiment spécifiques. Chez TP-Link, c'est la gamme Omada, ici, alors il faut un contrôleur Omada, comme vous avez chez Ubiquiti, je vais vous le montrer dans un instant, mais vous avez la possibilité pour des budgets moindres de basculer sur du Wi-Fi 7 très sérieux. Ce sont des bornes qui sont très intéressantes, des bornes qu'on appelle plafonniers, hein, qu'on met habituellement au plafond, qui sont alimentées par le câble réseau en PoE, et qui ont des capacités vraiment assez haut de gamme, pour des budgets qui sont relativement accessibles. Et donc, si je vous montre l'équivalent, alors Ubiquiti, je ne sais pas s'ils sont bien approvisionnés chez Amazon, mais vous avez, par exemple, les U7 Pro et les U7 Max, je crois que c'est l'autre variante, qui sont aussi beaucoup plus accessibles en termes de prix. Alors évidemment, vous multipliez par le nombre de points d'accès que vous voulez. Vous avez aussi la nécessité de déployer votre contrôleur Ubiquiti ou Omada, mais c'est des choses qui sont possibles. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que Zixel, puisque je me suis un petit peu plus intéressé à la marque Zixel, Zixel propose aussi des gammes Wi-Fi 7 à des prix qui sont tout à fait intéressants. C'est les gammes Nebula de chez Zixel. Nebula, je crois que c'est comme Ubiquiti, comme Omada, c'est du pseudo-cloud, donc c'est l'entreprise avec un cloud fermé, on va dire, enfin un cloud géré par Zixel, mais qui vous donne accès très facilement aux produits pour les administrer. Voilà, donc vous avez un ensemble de produits, je vous ai donné un petit peu ici ma meilleure sélection des produits Wi-Fi 7 que je peux vous suggérer. Alors après ça, vous pouvez taper sur des produits chinois qui viennent de chez Trozu. Moi, j'ai même pas envie d'aller regarder dans le détail ce qu'ils valent, parce que je pense qu'il faut quand même des produits qui tiennent la route quand on attaque du Wi-Fi 7. Par exemple, peut-être une borne Huawei comme celle-ci serait intéressante, mais j'ai aucune idée de ce que ça vaut, et à 80 €, je me pose quand même la question, même si Huawei est un gros spécialiste du réseau lui aussi, je me pose la question de ce que ça vaut réellement en termes de débit Wi-Fi, et je pense qu'on ne peut pas atteindre les débits Wi-Fi que je vous ai montrés sur les bornes TP-Link avec ces bornes Huawei. Mais après tout, si vous avez des besoins limités, si vous voulez juste remplacer un Wi-Fi défaillant sur votre box opérateur et que vous avez un petit budget, que vous n'avez pas besoin de mesh, que vous voulez juste un petit routeur Wi-Fi 7, donc pas vous priver du Wi-Fi 7, mais pas forcément exploiter toutes les capacités, peut-être que ça vous suffira. Alors moi je peux pas trop vous en dire plus, j'ai pas testé ce type de produit. Je pense pas que je le testerai puisque ça ne correspond pas du tout à mes usages. Mais voilà, si vous avez ce type de retour, si vous les avez essayés, que vous les suggérez à d'autres ou qu'au contraire vous les déconseillez, bah laissez un petit commentaire sous la vidéo. Moi je ne censure pas en fait les commentaires. Hein. Tant que vous restez courtois, tant que vous justifiez vos choix et que vous expliquez les raisons de vos arguments, il n'y a pas de souci. Vous pouvez partager avec d'autres vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, envers les produits que je teste, mais aussi suggérer des produits qui vous plaisent ou qui vous semblent appropriés en fonction de certains budgets. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire de ces bornes. À vous de voir ensuite si c'est un budget qui vous correspond, à vous de voir ensuite si dans la gamme de chez TP-Link, une BE65 n'est pas plus appropriée qu'une BE85, je vous laisse voir. Vous pouvez éventuellement acheter une seule borne et ensuite faire une évolution, donc c'est extrêmement intéressant chez TP-Link de travailler comme ça, puisque ça vous permet de commencer petit avec une borne, et si jamais vous voyez que vous avez des limites de portée, vous pouvez éventuellement acheter une autre borne. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est très évolutif comme concept. Le truc aussi qui est très intéressant, c'est si vous achetez un kit de 2 et que vous vous rendez compte au final que la deuxième borne ne vous sert pas tant que ça, la deuxième borne peut être dissociée puisque les deux bornes sont strictement identiques. Donc vous pouvez vous monter deux réseaux Wi-Fi, vous pouvez la revendre, la donner à de la famille, etc. C'est tout à fait possible. Donc c'est très intéressant en termes de concept, ces bornes Wi-Fi Mesh qui sont identiques. Ça a par contre un gros inconvénient, c'est que quand vous faites du Wi-Fi Mesh à 2, 3, 4 bornes, comme toutes les bornes sont équivalentes, vous multipliez votre budget, vous le multipliez par 2, 3, 4. Au lieu d'avoir une borne maître très puissante qui embarque énormément de technologie et des bornes secondaires qui, elles, sont un petit peu moins bien équipées parce qu'elles n'ont pas besoin de toutes les capacités de la borne principale en termes de routage, de choses comme ça, puisqu'elles peuvent dépendre de ces capacités. Voilà, c'est plus à ça qu'il faut faire attention, mais en général, avec le Wi-Fi Mesh, vous avez un réseau Wi-Fi qui est tellement transparent et efficace que je pense que ça vaut le coup de partir sur du Wi-Fi Mesh.
Voilà ce que je pouvais dire du Wi-Fi 7, du Wi-Fi Mesh et des bornes BE85. Ce sont des bornes qui sont très efficaces, qui sont très à l'aise chez moi pour mes équipements. Donc je ne regarde pas du tout cette montée de version en termes de Wi-Fi. Attendons de voir maintenant ce que propose le Wi-Fi 8, mais à mon avis, avec de bonnes bornes Wi-Fi 7, vous êtes tranquille pendant pas mal d'années, vous aurez de très bons débits pendant très longtemps, et qui devrait suffire pour la plupart des usages, puisque on est largement au-delà de ce qu'on a besoin pour les usages de maintenant, donc c'est des bornes qui sont à l'épreuve du temps pour pas mal d'années. Donc même si vous investissez maintenant, vous dépensez en tout cas de l'argent pour ce type de borne Wi-Fi 7, si vous en prenez des bonnes, elles devraient vous tenir un paquet d'années, donc a priori, c'est quand même relativement rentable, même si elles sont un petit peu plus chères, vous devriez voir les avantages assez rapidement. Maintenant, si vous n'avez aucun périphérique Wi-Fi 7 chez vous, à vous de voir, je pense pas que ce soit le bon moment de commencer à acheter des bornes Wi-Fi 6. Des bornes Wi-Fi 6, pourquoi pas, vous avez de bons débits et vous n'avez pas les coûts des bornes Wi-Fi 7. Si vous pouvez vous le permettre, passez sur du Wi-Fi 7, vous serez quand même, je pense, largement plus tranquille. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes de Wi-Fi 7, en termes de bornes TP-Link BE85. J'espère que ça vous aura aidé à faire un choix, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci et à bientôt.